Ancien Premier ministre de François Hollande pendant 3 ans. François Hollande, candidat, c'est un des développements majeurs. On va voir aussi ce que sont les propositions inédites de la majorité en matière économique. Mais d'abord donc, les déclarations de Nicolas Sarkozy. Beaucoup attendaient sa prise de position. La voici. L'ancien président de la République prend position sur la dissolution de manière plutôt négative. Regardez, cette dissolution constitue un risque majeur pour le pays déjà fracturé parce que cela peut le plonger dans un chaos. Et pour le président, à qui il restait 3 ans de mandat, et dont j'aurais préféré qu'il les utilisât pour accomplir ce que les Français souhaitent. Première réaction là-dessus. Est-ce que vous partagez le point de vue de Nicolas Sarkozy ? Totalement, bien sûr. Cette dissolution a surpris. Elle plonge le pays dans une très grande incertitude. Elle peut amener le pays dans le précipice, notamment parce que nous voyons bien que s'affrontent 2 blocs aujourd'hui, ce qui angoisse d'ailleurs beaucoup de mes compatriotes, le Rassemblement national et le soi-disant Front populaire. Et donc oui, c'est un risque, bien évidemment, mais le président de la République a pris cette décision. Maintenant, les Français sont convoqués, le peuple va parler. Je suis un républicain, un démocrate, donc il faut convaincre les Français qui sont inquiets, mais moi j'ai une conviction, qu'ils iront voter massivement à l'occasion de ces élections législatives, contrairement à ce qui s'est passé depuis 20 ans. Éric Dupond-Moretti, notre invité, à la même question, il répondait, mais il ne fallait pas attendre. Il ne fallait pas attendre la prochaine motion de censure, attendre, il fallait agir. Mais ça se prépare. C'est-à-dire, je pense que l'une des principales erreurs d'Emmanuel Macron, depuis 2 ans, c'est de ne pas avoir donné un sens à ce nouveau quinquennat. Il a été réélu, ce qui est un exploit politique tout à fait considérable. Et heureusement pour le pays, il n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Il fallait créer les conditions d'une coalition. Et donc, il faut encore, plus que jamais, créer les conditions de cette coalition. Quand Nicolas Sarkozy dit le risque du chaos, c'est sa déclaration, c'est extrêmement fort. Non seulement c'est le risque d'avoir une majorité introuvable, ça c'est une chose, mais plus que cela, plonger le pays dans le chaos, qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Parce que ce qui est en train de se passer avec d'un côté le Rassemblement national, même s'il joue le parti de l'ordre, et la France insoumise, associée à un parti d'extrême gauche très violent, le NPA, c'est de libérer des pulsions. Nos démocraties sont malades. Beaucoup parlent, moi j'utilise jamais ce terme, parfois de guerre civile, mais il y a de la violence dans la société. Il y a l'affrontement, il y a la rancœur, il y a l'agacement. Il y a la colère due à la sécurité, aux questions de pouvoir d'achat, un sentiment d'abandon qu'éprouvent beaucoup de nos compatriotes, qui explique aussi les votes. C'est pas uniquement des votes de colère, il faut que les uns et les autres entendent ce que disent les Français. Donc, plonger le pays dans une crise politique majeure, c'est évidemment prendre un risque. Nous sommes dans un moment périlleux, mais... On entend les plus pessimistes dire « rien n'est exclu ». Un jour, une logique de plein pouvoir, un désordre tel... qu'il faille une forme de surréaction. Et moi, je crois à la force des institutions, mais vous avez raison de parler de surréaction. Mais cette surréaction appartient à chacun d'entre nous. D'abord aux Français, et puis à chacun des responsables politiques. C'est-à-dire, on est dans l'un de ces moments, mon ami Bernard Cazeneuve le dit dans son entretien dans Le Point cet après-midi, il faut être à la hauteur de l'enjeu. Moi, je suis avant tout, je suis un républicain de gauche, mais je suis d'abord un Français, un patriote. Donc, ce qui m'intéresse avant tout, c'est mon pays. Donc, soyons à la hauteur des risques et des défis qui sont devant nous. Et ce que dit encore une fois Nicolas Sarkozy, je le partage. Lisez la suite de ces déclarations qu'on découvre ce soir. C'est sur le site du JDD, ça vient vraiment de paraître. Nicolas Sarkozy s'exprime sur d'autres points. Deuxième de ces déclarations. Jordan Bardella a du talent. Il lui reste, et c'est une grande question, à combler un manque d'expérience puisqu'il n'a jamais été en situation de gérer quoi que ce soit et qu'il a moins de 30 ans. Oui, mais vous n'allez pas me faire commenter tous les propos de Nicolas Sarkozy. Moi, ce qui m'intéresse, en tout état de cause, c'est le programme. C'est le projet du Rassemblement national. Quand il dit il a du talent, alors après il modère. Non, mais c'est difficile de nier que Jordan Bardella, qui a 28 ans, est un phénomène politique, et pas que sur TikTok. Je ne vais pas dire le contraire. Mais là, il ne s'agit pas d'un homme en particulier, il s'agit d'une formation politique, avec ses racines, son histoire, ses projets. Un projet économique, certes, parfois mouvant, changeant, est-ce que qui coûterait très cher à la France. On va revenir au scénario, y compris économique, mais est-ce que le scénario principal de cette élection, c'est la victoire du RN de Jordan Bardella ? Toujours Nicolas Sarkozy dit on donne la parole aux Français quand ils ne sont pas exprimés depuis plusieurs années.
pas juste après une consultation électorale, le risque est plus grand qu'ils confirment leur colère plutôt qu'ils ne l'infirment. Est-ce que la victoire de Bardella est en quelque sorte écrite? 3 semaines après leur victoire aux européennes, il y aurait une forme de logique. Mais, d'abord, moi je suis pas un commentateur, je suis un acteur, je me bats et je veux empêcher ce scénario. Et puis il y aura 20-25% de Français qui voteront en plus par rapport à dimanche dernier. Donc, tout est ouvert. Vous le disiez vous-même en ouvrant cette émission. Il se passe tous les jours un événement, puis la campagne va vraiment commencer lundi. Les projets contre les projets, et dans chaque circonscription se joue aussi l'avenir du pays. Donc, restons, respectueux des Français, du choix qu'ils peuvent faire, et moi j'espère que rien n'est joué définitivement, même si je suis lucide et que je ne vous cache pas mon inquiétude. La machine qui se met en place, on va reparler du Front Populaire, avec le RN haut, le Front Populaire haut et la majorité présidentielle nettement après, est-ce que c'est une machine à faire gagner le RN? C'est une machine qui conduit à, si cela se confirmait ainsi, mais il y a des évolutions, me semble-t-il, dans les enquêtes d'opinion, qui conduit à de nombreux duels, enfin une majorité très grande de duels au second tour entre le RN et le Front Populaire, notamment avec le candidat La France Insoumise. Ce scénario est évidemment un scénario gagnant parce que une partie de l'électorat de droite et des dirigeants de la droite, des dirigeants comme Bellamy ou d'autres l'ont déjà dit, appelleraient à voter pour le RN. Donc là, oui, dans ce scénario, c'est pour ça qu'il est très important que les candidats républicains, du centre-gauche, du centre-droit, les modérés, ceux qui ont une vision de l'économie, de l'Europe, de l'Ukraine, qui partagent les mêmes combats contre l'antisémitisme, puissent se retrouver. Et c'est à ce sursaut-là que j'appelle les Français. Manuel Valls, décidément, les anciens présidents, anciens premiers ministres, là, sortent tout. Cette dissolution est en train de tout rebrasser. François Hollande, c'est évidemment la surprise de la journée. François Hollande qui se porte candidat en Corrèze. D'abord, est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? C'est sa liberté. Non, votre première réaction n'est pas d'un enthousiasme débordant. Non, d'abord, moi j'ai à la fois du respect, de l'affection pour François Hollande, parce que j'étais son Premier ministre, après avoir été ministre de l'Intérieur. Puis je fais toujours attention aux mots qu'on utilise. C'est sa liberté d'être candidat. Ça, c'est sûr, mais un ancien président de la République ne devrait pas faire cela. Pourquoi? Et ne devrait pas parler ainsi. Parce que il a été président de la République, avec des valeurs, des convictions, avec une action. Or, il se met dans une coalition, dans ce Front Populaire, non seulement avec ceux, une grande partie, qui n'ont cessé de le critiquer, qui sont aussi en partie à l'origine de l'échec collectif de son quinquennat. C'est une erreur pour vous, n'est-ce pas, que François Hollande fasse partie de ce Front Populaire avec ses alliés-là? C'est incompréhensible. C'est une aberration. Cela me révolte d'une certaine manière. Parce qu'il participe, François Hollande, et il le sait, parce que je le sais lucide, à un mensonge sur le programme économique. Enfin, que François Hollande défende le retour à la retraite à 60 ans, avec le coût que cela représenterait pour nos finances publiques, n'a véritablement aucun sens. Que François Hollande défende un projet où on ne parle même pas du nucléaire, alors que nous savons le pays est engagé de nouveau dans cette voie, et tant mieux, c'est important pour notre indépendance énergétique et pour l'emploi. Que François Hollande partage enfin une coalition avec un parti qui a tenu des propos anti-juifs, anti-sionistes, anti-Israël, qui envoie des candidats qui ont dit que la police tue, qui se retrouvent dans la même formation, dans la même coalition que Madame Obono, qui disait qu'elle n'était pas Charlie. Il y a quelque chose qui, aujourd'hui, m'a profondément choqué. Qu'est-ce qui guide, selon vous, ici, François Hollande? Il devrait réfléchir, par exemple, au fait que M. Poutou, le leader du NPA, est le candidat de la France Insoumise, et donc du Front Populaire, dans l'Aude, dans la circonscription de Trèbes, là où il y a eu un attentat, où le colonel Beltrame a donné sa vie, alors que M. Poutou est de ceux qui disent que les forces de l'ordre tuent, ou se sont retrouvés manifestant avec des cris contre les Juifs. Donc moi, je ne sais pas ce qui le pousse
Il l'a dit. Il considère que la situation est grave. Il a raison. Manuel Valls, si on contre-argumente, rappelez-vous l'époque où François Mitterrand s'alliait au Parti communiste français, qui était le parti stalinien, qui recevait des fonds de Moscou, qui soutenait une dictature stalinienne. Franchement, quand on fait des alliances, parfois il faut un peu... D'abord, bien sûr, c'est une autre époque. Là, vous parlez presque de mon adolescence, mais c'est une autre époque. On comprend bien que François Hollande n'est pas sur la ligne du NPA. C'est pas parce qu'il est membre du Front populaire qu'il est sur la ligne du NPA. Alors c'est pire. Alors c'est pire. Il ment aux Français. Il ment aux Français. Il participe de son mensonge. Et pardon, à l'époque, et c'était souvent le cas des expressions de François Hollande sur l'union de la gauche. Le Parti socialiste, à ce moment-là, était la force puissante, dominante au sein de la gauche. Aujourd'hui, dans cette alliance, ne nous racontons pas d'histoire. Ça reste la France insoumise, même s'il y a eu un rééquilibrage. Ça reste la France insoumise, oui ou non? Oui, ça reste la France insoumise. Donc, sur le projet économique, social et budgétaire et fiscal, déficit pour les pays, matraquage fiscal d'un côté. Sur les questions de sécurité et d'immigration, c'est n'importe quoi. Et le pire des pires, c'est ce qu'on peut dire sur la politique étrangère, et notamment sur la criminalisation d'Israël. Donc, si François Hollande sait tout ça, et évidemment, je ne pense pas une seule seconde qu'il le pense, il participe d'un mensonge, et mentir aux Français dans ce moment-là, y participer pour des raisons nobles, la lutte contre le Rassemblement national, ou pour d'autres raisons, ses propres ambitions, ce qui est tout à fait légitime, c'est une erreur, c'est une aberration, ça me choque. Et quand je n'étais pas tellement surpris après son intervention sur TF1 il y a quelques jours, annonçant son soutien sans avoir lu le programme. Sans avoir lu le programme. Dans ce moment où il y a une crise de la politique, vous ne pensez pas que les idées, la cohérence, les projets sont importants? Moi, je crois que c'est essentiel. C'est essentiel. Et je le dis avec d'autres mots que ceux de Bernard Cazeneuve, son autre Premier ministre, celui qui m'a succédé. Nous avons tous les deux été aux côtés de François Hollande dans des moments terribles, dramatiques, au moment des campagnes, au moment des attentats contre la France, de cette campagne contre la France de la part de l'État islamique. Nous savons quel est son sens de l'État. Gouvernera-t-il demain avec la France insoumise? Manuel Valls, enfin, vous parlez de la France insoumise, et on comprend bien que de votre point de vue, c'est là où l'alliance est contre nature. Non, elle est immorale. Elle est profondément immorale, choquante. Ce que fait François Hollande est, selon vous, immoral? Non, cette alliance est immorale. Cette alliance est choquante, profondément. Enfin, vous vous rendez compte qu'il y a un candidat, parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous savez que souvent, pour attaquer à juste titre le Rassemblement national, on va chercher le passé des candidats, les expressions. L'un des candidats, celui qui remplacerait Madame Garrido, qui aurait été mise de côté par Jean-Luc Mélenchon, qui a tenu des propos lui-même assumés, entre guillemets, antisionistes contre Raphaël Glucksmann. Donc, où est-on? Je veux dire, là, on parle de valeurs profondes. La haine des Juifs et d'Israël, c'est quelque chose qui submerge nos pays, et notamment la France. Et on s'allie avec ces gens-là. Mais enfin, il est l'ancien président de la République. C'est le chef de l'État. Son engagement sur ces causes-là ne fait pas de doute. Mais si demain, la gauche l'emportait, il espère que la gauche gagne. Oui ou non? S'il ne le pense pas, c'est un mensonge. Mais s'il pense que la gauche va gagner, il va gouverner avec une France insoumise et ces gens-là qui domineront la gauche. Enfin, comment peut-il? Il aurait pu être candidat, libre. D'autres l'ont été, je pense à Jérôme Guedj dans l'Essonne, qui est courageux et qui n'accepte pas l'appellation Front populaire. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. Il justifie ce soir les exclusions dont vous parlez. Il dit personne n'est investi à vie. Il parle évidemment des trois personnalités politiques, Monsieur Corbière, Madame Garrido, Madame Simonet. Les investitures à vie n'existent pas. La cohérence politique et la loyauté dans le premier groupe parlementaire de gauche sont une exigence pour gouverner. Mais quelle surprise de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui non seulement souhaite la victoire du Rassemblement national pour créer les conditions du chaos. Vous croyez cela? Mais je l'ai toujours dit, je le pense. Il joue le pire? Évidemment, pour créer les conditions du chaos, parce qu'il reste dans cette logique insurrectionnelle. Enfin, c'est ce qu'il a toujours dit. Il a soutenu les émeutiers d'il y a un an.
Vous vous rendez compte, gouverner avec ceux qui ont soutenu les émeutiers qui s'attaquaient aux commerçants, aux services police, aux services publics, pardon, et aux forces de l'ordre il y a un an. Vous êtes bien critique sur Jean-Luc Mélenchon, mais dans les faits, le peuple souverain décide. On voit à quel point la France insoumise est la grande force de gauche aujourd'hui. Que ça vous plaise ou non, ça n'est pas votre tendance qui est forte. C'est la France insoumise. Mais je l'ai constaté, et leur stratégie, notamment de capter le vote de nos compatriotes de confession, d'origine ou de culture arabo-musulmane, a fonctionné dans les quartiers avec le drapeau palestinien, avec le soutien à ce qui se passe à Gaza, et avec le soutien de fait au Hamas, et avec des gens, le NPA, qui considèrent que le 7 octobre est un acte de résistance. Enfin, vous vous rendez compte de la politique étrangère si ces gens-là gouvernent demain ensemble? Vous vous rendez compte le sentiment, Serge Klarsfeld vous disait il y a un instant, qu'éprouveraient nos compatriotes juifs dans ce pays? Enfin, réveillez-vous tout de même du côté de la gauche. Moi je suis sûr que tous ceux qui ont voté pour Raphaël Glucksmann, qui se sentent aujourd'hui oubliés, qui se sentent orphelins, qui se sentent floués. Il y a des millions de gens qui ne se sont pas déplacés. Comment pourraient-ils accepter? Moi, je comprends l'aspiration à l'unité à gauche. Je comprends la colère vis-à-vis de la décision, nous l'avons commenté il y a un instant, d'Emmanuel Macron. Je comprends l'aspiration à davantage de justice sociale. Mais je partage ces valeurs. Mais enfin, quand on parle de la République, de la lutte contre la haine des Juifs, de la laïcité que ni Mélenchon, ni Obono, ni Poutou ne partagent, avec d'ailleurs un candidat qui était l'un de ceux qui nous a mis en permanence les bâtons dans les roues sur les questions de la laïcité, M. Cadenne, dans le sud, du côté de Nîmes. Je veux dire, là, non, cette gauche, elle ne porte pas ces valeurs. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de désespérant? Vous parlez des Français de religion musulmane, mais on voit à quel point l'origine, la religion compte. Il y a peu de Français de confession juive qui sont très critiques sur Israël, peu. Et il y a peu de Français de confession musulmane qui sont dans l'autre sens. En réalité, le poids de l'origine, de la religion, de l'appartenance compte, visiblement. Oui, encore du côté de nos compatriotes musulmans, et en tout cas de ceux qui veulent s'exprimer à leur place, je ne sens pas les mêmes indignations par rapport au sort des musulmans dans le reste du monde, en Chine, en Syrie, au Nigeria, au Burkina Faso. Bon, donc, et là dans la vie politique, on voit à quel point chacun pointe d'ailleurs l'adversaire souvent en disant « Ah, toi ». Bien sûr, mais j'espère qu'on trouvera des solutions au Proche-Orient. Mais chez nous, et c'est ça qui m'intéresse, on est en train de créer les conditions depuis le 7 octobre, avant même qu'Israël n'intervienne, d'une fracture très profonde. C'est les peurs que nous évoquions, le risque de chaos. La majorité, parmi les grandes nouveautés de la journée, je les rappelle, Nicolas Sarkozy qui parle d'une erreur, d'un risque plus exactement, d'un risque majeur pris dans cette dissolution. On y reviendra. François Hollande candidat, on vient d'en parler, on y reviendra. Mais aussi la majorité qui donne ses projets politiques, qui présente ses mesures avec un certain nombre de cadeaux qui sont présentés. On va parler, chacun fait des cadeaux ce soir. Gabriel Attal qui fait un certain nombre de propositions, on va les lister ici. C'est un des développements importants de la soirée, notamment pour la revalorisation de la prime Macron, 3 000 à 10 000 euros, revalorisation des pensions de retraite, baisse du prix de l'électricité de 15% dès l'hiver prochain. Et ça continue, il y a d'autres mesures dans ce programme qui a été présenté ce soir même, l'achat groupé des fournitures scolaires, la complémentaire santé à 1 euro par jour pour les Français qui ne sont pas couverts par une mutuelle, et ça continue, il s'agit notamment de l'achat des appartements, leasing social pour les véhicules électriques, l'exonération des frais de notaire pour les acquisitions immobilières de moins de 250 000 euros. On rentre dans les propositions, les uns des autres. Elles vous paraissent comment, celles-là? Il faudra les chiffrer, elles me paraissent pour la plupart intéressantes, mais moi je veux qu'on regarde le coût. J'ai en tête les mots de Bruno Le Maire il y a quelques semaines sur l'état de nos finances publiques. Ce que je sais à ce stade, c'est le coût du programme du Rassemblement national autour de 100 milliards, celui du Front populaire entre 200 et 300 milliards. On verra quels sont les modes de financement de ce programme. Ça me paraît plus raisonnable. Ce sont les gens qui ont gouverné jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'heure est encore à desserrer les cordons de la bourse, ou on est au point où nécessairement la rigueur s'impose? Non, nous sommes face à une vraie contradiction, qui est la nécessité de répondre à la demande de justice sociale, et de pouvoir d'achat, quand même, hein.
C'est la première préoccupation des Français. Ensuite viennent les questions de sécurité et d'immigration. Mais c'est la première priorité et on peut le comprendre. Donc il faut jouer de ce point de vue-là sur tous les outils que nous pouvons avoir, sur toutes les palettes. Mais de l'autre côté, il faut faire très attention parce que nous avons une très grande priorité. Nous sommes presque en économie de guerre. Enfin, on l'oublie, il y a une guerre à quelques heures d'ici. Tous les budgets de la défense et dont le nôtre augmentent. Il faut aussi davantage soutenir les forces de l'ordre. Il faut une autre politique d'immigration. Donc ce sont des coûts aussi. Donc il faudra beaucoup de sérieux également dans la gestion. Je vous rappelle que quand nous avons quitté le pouvoir et quand François Hollande a quitté le pouvoir, le déficit public avait été ramené à 2,7%. J'imagine que François Hollande a toujours les mêmes objectifs pour revenir à lui. Quand le président de la République, hier, au G7 en Italie, dit on est chez les fous. Il parle là des programmes des deux camps. Il ne parle pas de son propre programme, évidemment. J'ai compris. Il parle des programmes de LFI, enfin de le Front Populaire et du RN. Est-ce que vous partagez cette... Je n'utiliserai pas cette expression, celle de la folie. Je laisse ça à la psychanalyse. Non, on est dans le mensonge et dans la démagogie la plus absolue. C'est ce risque que je crains. C'est-à-dire qu'avec la passion qui s'empare, l'affrontement politique, la fracture profonde, les violences possibles, viennent se rajouter la pire démagogie. Dans un moment tellement périlleux en plus pour l'Europe et pour le monde. La France, c'est pas n'importe quel pays. 6e puissance économique au monde, membre permanent du Conseil de sécurité, détenteur de la bombe atomique. Nos paroles comptent, bien évidemment. On l'a vu encore au G7 ces derniers jours. Bon, donc attention, je veux dire, on nous regarde. Moi, je suis frappé par le nombre d'appels que j'ai d'amis d'un peu partout en Europe qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe en France ?» et donc là, on est face à un moment. C'est pour ça que j'aurais préféré commenter les propos d'un François Hollande ou d'un Nicolas Sarkozy et de bien d'autres pour dire bon, très bien, les erreurs ont été commises, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais c'est le moment de se regrouper tous ceux qui ont une certaine idée de la responsabilité de notre pays. Et donc moi, cher Darius Rochebin, moi je vais me battre avec d'autres pour que dans toutes les circonscriptions puissent gagner ceux qui partagent cette idée, qu'ils viennent des Républicains, de la social-démocratie, du centre, et au deuxième tour encore davantage. Je l'espère encore. Vous savez, Manuel Valls, je suis un volontariste. Quand il faudrait choisir, s'il faut choisir, on comprend bien que c'est de plus en plus la question qui se pose. Elle se posera dans un certain nombre de circonscriptions, électrices et électeurs qui devront choisir au second tour entre un RN et un Front Populaire. Qui choisiriez-vous ? Mais je vais vous répondre très franchement, mais en disant d'abord, moi je m'avoue jamais vaincu, hein. Non, si la majorité actuelle et tous ceux qui soutiennent, mais aussi des candidats dissidents, sont présents au second tour, la donne peut changer. Il faut faire très attention. C'est la règle des second tours. C'est la règle de la présidentielle. Ça bouge très vite. Voilà. Ça bouge à un moment donné, très vite. Au premier tour, on choisit. Au deuxième, on élimine. Moi, contre un candidat du Rassemblement national, je choisirais toujours un candidat républicain, ma vision de la République, quelqu'un du centre-gauche, du centre-droit, un républicain, quelqu'un du MoDem, de Renaissance, d'Horizon, un socialiste, un écologiste qui, d'une certaine manière... Ça, de votre point de vue, c'est facile, mais entre le RN et LFI, qui choisirez-vous ? Je ne choisirai pas. Je refuse de choisir. Ça veut dire quoi ? Je refuse, je ne voterai pas, je voterai blanc. Enfin, ça ne sera pas le cas dans la circonscription où je vis. Vous vous abstiendriez ou vous voteriez blanc, quoi, très précisément ? Non, je vote toujours. Moi, je fais toujours un acte, mais je ne choisirai pas. Donc vous voteriez blanc ? Je ne choisirai pas entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je combats pour 1000 raisons, même si je vois bien les évolutions. Le Rassemblement national, dont je connais ses origines, dont je vois très bien ses évolutions, il veut arriver au pouvoir, donc il masque son projet européen, ses relations avec Poutine, le rapport qu'il a avec le monde musulman. Je le vois bien, mais moi je ne suis pas dupe, et encore moins parce que son programme économique ruinerait la France. Et j'entends en même temps pourquoi des millions de Français ont voté et peuvent voter pour lui. Je le sens bien. J'ai une forme d'abandon et de colère aussi vis-à-vis des responsables politiques. Mais pour la France insoumise, non, je ne voterai jamais de ma vie pour un parti qui a fait de la haine des Juifs et d'Israël, c'est-à-dire de la haine de la France, parce que ça veut dire ça, son programme. Ce n'est pas tout le parti. Vous ne pouvez pas dire que toute la France insoumise est... Mais attendez, ceux qui se sentent exclus aujourd'hui, ils ne sont pas partis avant. Enfin, ils ne sont pas partis avant. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sur le 7, enfin, ils sont très courageux, là.
Mais enfin, ils ne sont pas partis avant, tout de même. Et que mon ancienne formation politique puisse s'allier avec eux. Enfin, jamais écoutez, Jean-Luc Mélenchon n'a justifié les agressions du 7 octobre. Il a fait pour capter le vote, pour capter un certain vote, notamment dans les quartiers populaires et le vote musulman, il a fait de la question d'Israël un sujet majeur. Et ce qu'il y a dans le programme... On a le droit de critiquer Israël, Manuel Valls. Ah mais oui, on absolument. On n'est pas autant antisémite. Mais évidemment, mais quand on critique Israël avec l'idée de nazifier ce pays qui commettrait un génocide, c'est le mot qu'on a entendu en permanence, on franchit le pas qui est celui de la négation. Procureur de la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat en l'occurrence contre Netanyahou, on ne peut pas dire que la Cour pénale internationale soit aussi antisémite. On ne peut pas traiter tout le monde d'antisémite. Moi, je ne suis pas du tout dans ce type de langage. Mais le problème n'est pas... Darius Rochebin, le problème n'est pas celui de l'antisémitisme. Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde. Que voulez-vous dire par là? Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, pardon. Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, je le répète. Il ne faut pas qu'il y ait de problème. Mais en revanche, la haine d'Israël et la haine des Juifs que provoquent les déclarations, les prises de position en permanence des dirigeants de la France Insoumise. Écoutez, ils refusent encore aujourd'hui, d'où ces phrases alambiquées dans le programme du Front Populaire, ils refusent de considérer le Hamas comme une organisation terroriste. Donc c'est tout cela qui est en train de... Le Front Populaire là-dessus est clair. Non, le Front Populaire là-dessus est clair. Non. Condamne, non, pas dire qu'il ne condamne pas. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Les mots qui sont dans le programme, sont suffisamment alambiqués pour laisser de la place encore à toutes les pulsions qu'a libérées la France Insoumise et le NPA. Quand vous alliez, et en tout cas, ils ont mis du temps Darius Rochebin, quand vous alliez à une organisation qui s'appelle le NPA, qui considère que le 7 octobre est un acte de résistance, ça salit tout le monde, tous les candidats qui vont à ces élections législatives sous la bannière du Front Populaire. Si Jérôme Guedj, avec qui je ne partage pas évidemment beaucoup des points de vue, mais qui a été impeccable depuis le 7 octobre sur cette question, refuse d'aller avec la bannière du Front Populaire, c'est peut-être pour une raison. Manuel Valls, quand on entend, on est d'accord ou non avec vous, mais bout à bout, tout ce que vous avez dit, je reviens à ces déclarations très fortes de Nicolas Sarkozy aujourd'hui sur le site du JDD, demain dans le JDD, le fait que la dissolution, dit-il, constitue un risque majeur pour le pays. L'impression que le risque de désordre, de chaos est devant nous, de l'abîme. Eh bien, j'espère que de ces élections législatives du 30 juin et du 7 juillet sortiront des députés qui permettront les conditions d'une véritable coalition. Ça veut dire quelle majorité? Je l'espère. Majorité de tous ceux que j'ai évoqués, du centre-gauche et du centre-droit. Quelle est l'autre solution? Quelle est l'autre solution? Personne ne pense sérieusement un seul instant que le Front Populaire peut l'emporter. Et surtout avec le programme qui est le sien et les différences qui existent, nous les avons évoquées. Donc c'est pour ça que les Français ont une immense responsabilité, chacun d'eux, dans chaque circonscription. Il faut qu'il y ait un maximum de députés, ni RN, ni LFI, pour la République. C'est ça mon engagement. Est-ce que vous déniez au RN, alors vous avez répondu sur la LFI, prenons l'aspect RN, simplement la volonté d'alternance d'un certain nombre de Françaises et de Français qui estiment, alors c'est peut-être par colère, mais qui estiment que leur temps est venu? Non, mais je pense que ça va au-delà de la colère. Je crois qu'il y a l'adhésion. Chacun le voit bien depuis des années. Et puis à ce niveau de vote. Et puis vous l'avez tous analysé du point de vue des générations, des territoires, des couches sociales. Mais bon, moi je respecte la volonté de mes compatriotes. Je combats le Rassemblement national avant le Front national. Ça n'est pas nouveau. Je combats la vision qu'il a de l'Ukraine, ses liens avec Poutine, son programme économique. Je le combats. Mais il est normal que celui qui vient du Parti socialiste, le républicain de gauche, évoque évidemment ce qui se passe à gauche. On le voit en Italie. Madame Meloni est atlantiste. Elle aide l'Ukraine. Ça se renouvelle encore au G7 aujourd'hui même. Elle a un programme national intérieur très conservateur, même réactionnaire à certains égards, mais c'est une alternance. On ne peut pas dire que le fascisme soit installé en Italie pour autant. Non, mais moi je ne parle pas de fascisme. L'Italie, c'est un parti conservateur, vous l'avez rappelé, c'est une coalition. Le président de la République est aussi garant de ses institutions. Est-ce que demain, la France peut de la même façon être là? Attendez, mais vous avez dit des choses très justes et très importantes. Madame Le Pen n'est pas atlantiste. Madame Le Pen est jusqu'à maintenant pro-Poutine.
Son programme économique n'est pas un programme libéral comme celui de Mme Meloni qui a beaucoup écouté M. Draghi. Donc c'est des choses tout de même très différentes. Pardon, moi j'ai beaucoup l'Italie, c'est un pays très important, mais le rôle de la France dans la construction européenne et son rôle au Conseil permanent des Nations Unies est d'une autre nature. On va ouvrir le débat dans un tout petit instant. Vont nous rejoindre des représentants du MoDem, du PS, mais aussi du RN. Un mot encore, votre expérience de Premier ministre, vous êtes un des mieux placés pour dire ce que serait une cohabitation, puisque c'est un des scénarios principaux. Cohabitation, Emmanuel Macron, Jordan Bardella. Comment est-ce que vous l'imaginez en termes de, disons, d'affrontement des personnalités, de répartition des pouvoirs? Parce que la Constitution est un tout petit peu ambiguë là-dessus. D'abord, vous me faites imaginer des choses qui m'inquiètent. Bon, et moi, je ne suis pas dans les hypothèses demain, mais je vous réponds avec sincérité. Non, il y a une répartition des pouvoirs. C'est clair que ça. Moi, j'ai vécu la cohabitation comme conseiller de Lionel Jospin pendant 4 ans à l'époque. J'étais aussi chef du gouvernement. Et le président Hollande a pleinement respecté les prérogatives du chef du gouvernement. Non, c'est régi. Alors évidemment, il y a des terrains... Vous parlez de Chirac. Où c'est plus difficile. Je parle évidemment de Jacques Chirac et Lionel Jospin, mais qui notamment sur les questions européennes ou sur la guerre dans l'ex-Yougoslavie, ont su trouver les terrains d'entente. C'était 2 hommes d'État. Mais je vais vous répondre très franchement, le pouvoir sur les grandes questions intérieures, nationales, est au gouvernement. À Matignon et à l'Assemblée. Donc là, les choses sont... Donc, malgré sa jeunesse et son énergie, vous pensez qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas corriger cela? La réalité du pouvoir intérieur serait à M. Bardella? Totalement. Après, il y a évidemment il y a les régions, il y a les villes, il y a les syndicats, il y a les partenaires sociaux, il y a les Français, il y a la situation européenne, il y a les contraintes, il y a l'ordre juridique européen et national. Tout cela doit être respecté, doit être rappelé, mais le pouvoir, il est à Matignon, il est au gouvernement, il est à l'Assemblée nationale. Un mot encore dernier, avant d'avoir nos débatteurs. Nicolas Sarkozy qui dit « J'ai l'impression de revivre la dissolution de 97 », ce fameux moment où... Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne sais pas dans quel terme il le dit, mais non. Parce que là, on était dans une alternative plus classique entre la droite et la gauche. Là, on est dans quelque chose de très différent. Oui. D'ailleurs, c'est un peu contradictoire avec... Vous voulez dire que c'est pire en termes de désordre? Là, on va vers l'inconnu. Enfin, on le voit bien. Moi, je termine avec ça. Ça m'angoisse. Je vous le dis très sincèrement, c'est pour ça que je réagis, y compris à la décision de François Hollande. Moi, ça m'angoisse. Je pense n'avoir jamais été aussi inquiet comme citoyen par rapport, pas aux formations politiques, au destin des uns et des autres. Moi, je ne suis pas candidat, mais au futur de mon pays. C'est pour ça que je partageais les mots de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, Manuel Valls.